Ça y est, c'est l'heure de votre rendez-vous cyclisme sur la chaîne First Team Sport YouTube. Les amis, on se retrouve avec un homme qui fait très peur cette semaine. Sans doute si vous suivez Game of Thrones. Comment allez-vous ? Ouais, si vous suivez Game of Thrones ou pas d'ailleurs, sachez que cet homme manque terriblement à la série et c'est dire parce que la fin n'a pas été à la hauteur. Je n'en dirai pas plus. Voilà, le roi de la nuit pour ceux qui ne connaissent pas, Paul Harrer, qui va se réincarner. Mais j'espère que tu vas vite l'enlever pour qu'on te voit quand même. Toi, comment ça va, Robin ? Ça va super, ravi d'être là et ça y est, c'est l'été, on est tous en t-shirt sur le plateau. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais peur de spoiler Game of Thrones, j'ai eu peur, je me suis vite arrêté parce que Dieu sait que j'aurais pris très cher dans les commentaires. Oui, voilà, mais je Juste par pense Joseph, déjà hein. que tu Oui, vas d'ailleurs, Joseph le apprendre premier cher. d'ailleurs qui n'a toujours pas vu l'épisode. Oui, c'est vrai, exactement. Cette semaine, les gars, on va évidemment parler du Giro. On a fait un petit tableau pour vous résumer parler le de quoi, sommaire de l'émission du Giro. Voilà. Dans les news, on parlera de Tadej Pogacar qui a gagné le Tour de Californie. En débat, on se demandera qui peut faire tomber Primoz Roglic qui a pris beaucoup d'avance. Bon indice sur la photo. Voilà, ça peut. Vincenzo Nibali peut en faire partie. Et en focus, on parlera de Simon Yates parce qu'il a eu une déclat en début du Giro. Il a un peu trash-talké. On va vous expliquer un peu ce que c'est le trash-talking. On va faire un focus là-dessus. J'espère que vous êtes en place. On part tout de suite donc pour les news. C'est parti. Tadej Pogacar, c'est donc lui la première personne dont on parle parce qu'il a gagné le Tour de Californie. Il a gagné devant Sergio Higuita, une autre surprise, et Casper Asgreen. Alors, Notre surprise aussi. voilà, c'est un peu, voilà, ce podium est une surprise. À part Tadej Pogacar, alors c'est une semi-surprise, Paul. On savait qu'il en était capable. Il confirme. Ouais, il confirme. Il a que 20 ans, hein, Pogacar. C'est quand même fou hein, quand on voit son début de saison où il s'est montré très à son aise sur la première course à étapes World Tour. Donc c'était le Tour du Pays Basque. Avant, il gagne aussi le Tour de l'Algarve facilement en remportant l'étape Rennes. Pareil, même scénario sur cette course où il remporte l'étape Rennes. Et pourtant, sur cette étape, j'avais pas l'impression que ce soit le plus fort, mais j'ai l'impression que ce gars-là, même à 20 ans, il a déjà un mental d'acier parce que j'ai l'impression qu'Higuita était plus à l'aise. Il avait quand même des mecs d'expérience derrière lui comme George Bennett et Richie Porte qui lui ont pas fait de cadeau. Il m'impressionne de plus en plus et à 20 ans, avec ce niveau-là, il prend rendez-vous avec l'avenir. Il y a aucun doute. Hein. Robin, vous en aviez fait un article sur Chronique du vélo qui s'appelait Le Diamant des Émirats. C'est ça, on en a fait un petit portrait il y a quelques semaines avant les Ardennaises. Au moment des Ardennaises, je ne me rappelle plus de la date exacte. Mais oui, c'est un phénomène. 20 ans d'ailleurs, vainqueur d'une course World Tour. C'est le plus jeune coureur de l'histoire à gagner une course World Tour par étape comme ça. Donc vraiment, on le sait depuis qu'il a gagné le Tour de l'Avenir, depuis qu'on l'a vu aussi au début de saison au Tour de l'Algarve. On sait qu'on a affaire à un phénomène et ça se confirme semaine après semaine. Et on a hâte de le voir déjà, j'ai envie de dire, sur des courses où il y aura encore un peu plus de concurrence. Parce que comme le disait Paul, on l'a vu aussi avec ce top 10 du Tour de Californie, c'était pas là où étaient les grands leaders la semaine dernière. Mais ça va venir rapidement pour lui, des tests face au gros du peloton, quoi. On ne le sait pas encore, mais il devrait sûrement participer quand même au Tour de France. Je ne sais pas, avec Dan Martin, c'est un coureur qu'il apprécie beaucoup. Ils se sont entraînés une fois ensemble. Il y a peut-être une possibilité de les voir tous les deux, en fait. Je sais pas, je pense que c'est un peu tôt. Ouais, il a faut pas 20 le cramer. Hein. Voilà, il a 20 ans. Là, avec son début de saison, tu vas l'envoyer sur un grand tour avec une pression immense. Plus la Vuelta, alors. Peut-être plus la Vuelta. Et encore, la Vuelta, mais pas dans un rôle de leader. Laissons-le s'éclore Il n'y a tranquillement. pas d'obligation de façon qu'il fasse un grand tour. C'est ça. Même en tant que coéquipier, il n'y a pas forcément besoin de l'envoyer sur un grand tour à la première saison. UAE a des leaders. Dan Martin sera sur le Tour de France. On espère le retour de Fabio Aru pour la Vuelta. Laissons-le éclore tranquillement. Ouais. Là, c'est un très beau début de carrière. Voilà, qui continue là-dessus. On verra d'ici 1 ou 2 ans même. Et donc, pendant ce Tour de Californie, il y a un Français qui a gagné une étape, c'est Rémi Cavagna. Exploit solitaire magnifique et un coureur peu connu pour le moment du grand public, mais qui a de l'avenir. C'est emmerdant pour Cavagna parce qu'il a raté le coche sur les classiques. Il n'a pas pris le roster de Quick Step, au contraire de Florent Sénéchal, l'autre français. Et il avait un peu été mis sur la touche. Et là, avec cette très belle étape, cette échappée fleuve où il fait 60 km tout seul en tête, il s'est rappelé au bon souvenir de Patrick Lefebvre, parce qu'en plus l'arrivée était là où se situe le siège de la Deceuninck Quick Step, enfin le siège américain je pense. Lefebvre était là d'ailleurs à l'arrivée et je pense que c'est une très bonne chose pour lui et il avait besoin de ça parce que à mon avis il commençait à être sur un siège éjectable. Il est plus jeune que Sénéchal. Tu fais un peu le comparatif parce qu'ils ont un profil qui peut se comparer, mais Cavagna a je crois 3 ans de moins.
Il me semble qu'il est dans l'année de ses 23 ans chez Sénéchal, pardon, dans l'année de ses 26 ans. Donc ça fait quand même une grosse différence. Et puis c'est un coureur méconnu. Tu dis, Joseph, c'est aussi dû au fait qu'il est passé pro à l'étranger et que finalement, on l'a peu vu sur des courses françaises. On ne l'a pas vu dans une équipe française. Donc forcément, le grand public voit moins qui est Rémi Cavagna. Mais son début de carrière dans une équipe aussi pléthorique que la Deceuninck Quick-Step, moi je le trouve quand même prometteur. Et évidemment que qu'il n'était pas dans l'équipe type, on va dire, de la Quick-Step sur les classiques cette année. Mais c'était encore un peu tôt et je crois que c'est pas non plus le terrain sur lequel il est le plus à l'aise, même s'il peut se débrouiller. Et on a commencé à l'aborder, donc c'est un coureur de l'EF Drapac qui nous a pas mal impressionné, c'est Sergio Higuita. Bon Robin, là par contre on est sur un coureur qu'on découvre clairement. Ouais, alors je crois qu'on l'a vu un peu déjà au début de saison. En Andalousie, il avait été exactement. bon sur l'étape Il avait montré le bout de son nez, mais il n'était pas encore chez EF Education First. Il était prévu qu'il arrive plus tard. D'ailleurs, il me semble que c'était prévu. Alors, il est arrivé début mai dans la structure, mais il me semble qu'il était prévu au départ qu'il arrive plus tard. Je ne sais plus si c'était juin, juillet, août, mais ça devait être dans l'été. Il y a l'histoire Et comme ça. ils ont avancé son arrivée dans l'équipe parce qu'ils ont vu. Parce que là c'était qu'il sa était première prêt. course en fait chez EF, donc C'est ça. on est quand même sur un coureur qui prend ses responsabilités, quoi. Et ils ont vu qu'il était prêt. Et il est ils l'ont pas loin fait- de ils l'ont fait gagner. venir. Ouais, tout à fait. Donc du coup voilà. La deuxième course dont on parle dans ces news, c'est une course française, les 4 jours de Dunkerque. Mike Tennyson a gagné devant Amund Janssen et Jens Keukeler. Voilà, c'est difficile le podium, franchement. Ils mettent C'est pas un beaucoup. cadeau pour les noms Ouais, non, flamands. ils mettent pas beaucoup, franchement. D'ailleurs, j'ai même enlevé un prénom à Amund Janssen parce que ça aurait été trop compliqué. Donc Mike Tennyson, c'est pas forcément le nom auquel on pensait parce que c'est un ex-Sunweb qu'on connaissait pas forcément, Paul. Et là, qui se découvre en tant que vainqueur, en tout cas. Ouais, on sait qu'il avait une bonne pente de vitesse, recruté chez Sunweb. Jumbo Visma pour aider notamment Groenewegen dans les sprints. Mais là, il y a clairement une tendance qui s'est sortie de cette course, c'est qu'il y a un monde d'écart entre les grosses équipes, les grosses écuries mondiales, que sont notamment la Jumbo Visma, et le reste des équipes françaises, qu'elles soient World Tour ou même continentales. C'est inquiétant. Parce que là, l'écart, il est abyssal. Il gagne 5 des 6 étapes. Groenewegen gagne les 3 premiers. Il décide de laisser son espèce de poisson pilote. Bah voilà, on a les 5 victoires, 3 fois Groenewegen, 2 fois Tennyson. Il décide de laisser, ce qu'on peut dire qu'il était son poisson pilote au départ, profiter pour jouer les étapes et même se retrouver à jouer le général, puisque sur la seule étape un peu difficile où c'était un sprint de costaud, c'est lui aussi qui l'emporte. Moi, je suis un peu inquiet de l'état de santé de nos équipes françaises, notamment quand elles souffrent la comparaison avec la Jumbo Visma, même si leurs gros coureurs à ces équipes-là sont sur d'autres courses. Oui, voilà. Mais Groenewegen est quand même, pour moi, une des 2-3 références du sprint mondial aujourd'hui. Donc, ça aurait été surprenant que ça aille dans l'autre sens et que Groenewegen Mais fasse c'est pas cool une d'être razzia surpris sur cette aussi course-là. parfois. Tu vois, j'aurais bien aimé voir un Sarro l'accrocher. Bien sûr, Coquard gagne une étape. on a vu une victoire de Coquard qui est sûrement sa plus belle victoire de l'année déjà. Donc côté français, il y a ça. Il y a le sprint de Clément Venturini qui gagne une étape finalement et qui est déclassé ensuite, qui était un beau sprint de la part de Venturini. C'est pas la première fois qu'il se montre sur les 4 jours de Dunkerque. Il peut prétendre peut-être à plus chez AG2R au niveau des sprints. Donc pour moi, ça n'a pas été une semaine complètement décevante pour les Il Français. n'a pas eu de chance et il a été pas mal déclassé aussi. Oui, il a été déclassé de façon un petit peu Et légèrement. très étonnant. Il pouvait y avoir discussion, mais en tout cas, c'est finalement la logique est respectée quand on voit Groenewegen faire une razzia, et c'est pas complètement décevant. Cette semaine est plutôt. Quand tu vois qu'il fait des doublés avec Tennyson derrière, que tu vois que Tennyson est une jambe au-dessus dès que c'est des Oui, sprints sur la dernière étape, costauds. c'était vraiment beaucoup, mais. Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Tout n'est pas acheté, notamment. Anthony j'aime beaucoup Turgis Venturini termine aussi, à la mais- 4e place aussi du classement général. Oui, enfin, le classement général pour les 4 jours de Dunkerque, je le regarde pas forcément. Je trouve Parce qu'ils avaient envoyé quand même, il faut le dire, une vraie équipe. ça, La pour le Jumbo coup, Visma, voilà, donc, ça, pour le coup, c'est sûr. Mais on le voit tout de suite la différence. Ouais, voilà, c'est ça. Pour terminer les news, on parle d'une prolongation, celle de Valentin Madouas à la Groupama FDJ. Le point Madoise de Le la semaine. point Madouas de la semaine, c'est vrai qu'on en parle pas mal ces derniers temps, mais voilà, faut dire qu'on s'inquiétait un peu quand on regardait la fin de son contrat. C'était à la fin de saison, et là, il y a deux ans de plus, donc c'est rassurant, quoi, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a rassuré? Non, mais enfin, Moi, j'ai fait s'inquiétait une pas soirée beaucoup. chez moi, et tout, hein, j'étais content. on s'inquiétait pas On beaucoup. s'inquiétait pas, c'est bien. En plus, il fait un bon début de Giro. Je l'ai trouvé un peu léger sur l'étape, sur l'échappée qu'il a pris. Je pensais le voir jouer la gagne jusqu'au bout. Mais voilà, écoute, il est 8e du général et il fait son bonhomme de chemin.
il est dans les temps de ce qu'on attend de lui. Il n'y a aucun problème. On le reverra à l'avant sur ce Giro. Non, mais après, moi, quand je dis que Tant je mieux. pouvais Tout va bien m'inquiéter, pour lui. quand je dis que je pouvais m'inquiéter, c'est qu'il y a d'autres formations qui voyaient qu'il était en fin de contrat, pouvaient quand même poser une belle offre sur la table pour un coureur comme Ouais, ça. bah, ça aurait été tant Ouais. mieux pour lui et tant mieux. Mais tant pis pour la Groupama. Il quoi. les a, C'est il ça. les a C'est ça. peut-être eus, hein, ces approches d'autres c'est ça. équipes, puisque depuis le début de saison, on l'a pas mal vu. Et s'il a choisi de continuer à la Groupama FDJ, c'est qu'il y trouve son compte. Et je pense que honnêtement, c'est un bon choix pour lui pour l'instant. en tout C'est cas. un très bon choix. Il a bien, Et fait, voilà. bien fait de rester à Groupama en tout cas. Vous voyez ce début de saison qui est à 22 ans. Alors en ce moment, il est 8e du classement général du Giro. On en parlera tout à l'heure. Après avoir évoqué cette belle nouvelle, les gars, on va commencer le focus, le débat, pardon. Oui, on va Et oui, commencer on le a changé débat. cette semaine. Et oui, on a changé cette semaine, donc il y a des habitudes à reprendre. On va commencer le débat et on va parler du Giro tout de suite. C'est parti. Et ouais, c'est l'heure de parler du Giro parce qu'il y a un homme qui a fait un truc incroyable, Primoz Roglic, qui est parti, qui s'est envolé avec les deux contre la montre. On va voir à quel point il a dominé la 9e étape. Le contre la montre, il a gagné devant Victor Kampenaerts à 11 secondes d'avance. Bon, Kampenaerts a eu un petit problème Ah, c'est terrible. de vélo qui a été terrible. Problème Mais de mécanicien aussi. Hein, c'est ouais, exactement qu'il l'a pas poussé. Mais voilà, une avance certaine sur Ah, les sur écarts, ils beaucoup piquent, de favoris. Certains ne sont même pas là. Donc, en ce moment, Valerio Conti de l'UAE a encore le maillot rose, mais Primoz Roglic est deuxième et a pris une avance sérieuse sur ses concurrents directs. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui peut renverser Primoz Roglic, qui peut aller le chercher? Parce que là, il y en a qui commencent à être très loin. Paul, est-ce que toi, tu as un nom qui te vient directement en tête? Ouais, moi j'ai un nom, et je pense d'ailleurs que c'est l'un de ceux qui a fait le meilleur chrono. C'est même derrière Roglic celui qui a fait le meilleur chrono avant-hier. C'est Vincenzo Nibali. Je l'ai noté en 4 points. Je me suis fait de très belles fiches. Il y a 4 points qui sont sortis. Je vais vous les expliquer plutôt rapidement. Après, on rentrera dans le détail. La première chose, c'est qu'il est serein. Aucune chute, aucun détail négatif à signaler sur cette première semaine. On peut dire que par rapport notamment à des Yates, notamment à des Lopez, du Moulin, etc. C'est le seul. Il a de l'expérience, etc. Il est bien. Il l'a dit, notamment, il y a une déclaration que j'ai sortie. Il est là où il voulait être dans ce Giro. Ensuite, il y a l'expérience, je viens de le dire. C'est pas la première fois qu'il se retrouve en chasseur sur le Giro. On se souvient notamment de l'époque face à Krooswijk. En avant, je vais prendre la citation. Mon Giro se passe comme je l'espérais. On va voir petit à petit, c'est encore très long. Les concurrents qui ont perdu du temps aujourd'hui vont devoir attaquer. Je dois dire que le Fra ne m'affecte pas tant que ça, donc on dira que je n'ai pas dépensé trop d'énergie dans ces premières semaines de course. Je suis d'accord, il est bien, il a l'air vraiment confiant, et puis là, comme je le disais, il a cette expérience. Il a déjà eu un mec de la Jumbo-Visma en chasse. On verra au bout des 2-3 semaines, mais ça va être, à partir d'aujourd'hui, ça va être un Giro complètement chaotique, complètement débridé, et c'est clairement une course qui peut convenir à Nibali. Les conditions météo qui arrivent, elles sont catastrophiques, et on sait que Nibali, il vient de le dire, il adore le froid, il va pas être dérangé par ça. Notamment, on se souvient d'un Krooswijk qui avait chuté dans la descente du col Agnel, où il s'était mangé de la neige notamment, tiens, comme par hasard. Et puis voilà, je les ai dit dans le sens complètement inverse, mais j'ai dit mes 4 points principaux qui font que je crois énormément en Vincenzo Nibali. Est-ce que toi aussi, c'est le coureur qui peut aller chercher Roglic pour toi? Non, Romain moi je miserais sur un autre. Je miserais sur Simon Yates. Encore? Oui, toujours. Je commence à être persiste. fort, il commence à être Alors, à 3,40 là. Je vais revenir sur mes pronostics de il y a 2 semaines. J'avais Ouais, annoncé parce que qu'il c'était- qu'il perdrait C'était aux alentours- fumant. aux alentours de 2,30 sur les chronos. Bon, il a perdu plus. Mais il y a un petit détail, c'est qu'il a perdu. Donc aujourd'hui, il est à 3,46 de Primoz Roglic. Donc il a perdu plus que prévu, mais il les a pas perdus sur Dumoulin. Comme je l'avais estimé, il les a perdus sur Roglic, qui pour moi est moins virevoltant en montagne et moins fiable. Il aurait 3,46 de retard sur un Tom Dumoulin, je pense que ce serait plié. Mais sur Primoz Roglic, je continue d'y croire pour Simon Yates, parce qu'on arrive sur son terrain. Alors il est plus loin que prévu, il est plus loin que ce que lui devait espérer, il était très déçu après son chrono, et même moi j'étais assez surpris, je pense que j'étais pas le seul de le voir se planter dans les grandes largeurs comme ça vers Saint-Marin. Mais on arrive sur 10 jours de course, enfin à partir de vendredi, 9 jours, jusqu'à Vérone. C'est finalement la période sur laquelle il avait su être étincelant l'année dernière. Les 10 jours entre l'Etna et le moment où il perd son maillot rose, il était tous les jours quasiment à l'attaque. Tous les jours, il reprenait des secondes, des bonifications, des petits écarts, des 5-6 secondes par là, des 10-15 secondes par là. Et tout simplement, il faut qu'il rentre dans ce mode-là. Il a dit qu'il ne ferait pas les mêmes erreurs, qu'il ne craquerait pas cette année en 3e semaine. Voilà, donc il a revu son discours du début de Giro, on le voit là dans cette déclaration où il est un peu plus mesuré, mais il sait que la montagne arrive. Il sait que Primoz Roglic n'est pas
infaillible. Et maintenant, il faut qu'il fasse la course qu'il avait été capable de faire l'année dernière. Quoi qu'il arrive, il va essayer. Yates, c'est ça qui est cool et c'est ça qui me donne vraiment envie d'attaquer cette deuxième semaine de Giro. Mais le problème, c'est que tu parlais notamment de l'Etna. L'Etna, c'était quoi la sixième étape. Il avait été au top de la 6e à la 18e. Il était très fort dès les premiers jours de course. Là, j'étais un peu rassuré par lui avec ce prologue. Mais il a complètement explosé dans ce contre-la-montre. Il a chuté cette semaine. On a vu son directeur sportif dire que ça n'avait pas d'incidence, mais qu'au final, il savait pas trop. Mais c'est pas le seul. Roglic aussi est tombé. Et la semaine, tu l'as dit toi-même, a été très difficile niveau conditions météo. Et ça va jouer sur les organismes de tout le monde. Et tout le monde, finalement, va devenir un peu plus friable que prévu. C'est pour ça que je pense que Nibali a beaucoup plus de chances de bousculer Roglic, de par son expérience, de par ses capacités à être à l'aise dans des conditions difficiles. Mais Nibali, c'est quand la dernière fois qu'il a renversé une course? C'était 2016, je pense. Ouais, ça date. Il a 34 ans, le garçon. Et puis attention, tu me dis, on parle d'un Nibali, tu m'aurais dit en 2-3 semaines avant le Tour des Alpes notamment, je t'aurais dit, non, j'y crois pas trop. Mais là, comme je te dis, on voit un Nibali serein, fort. On l'a vu aussi sur serein, fort, oui, mais pas en montagne. On l'a vu aussi sur le Tour de Lombardie. Attends, peut-être que je confonds. J'ai vu une classique où il a été. Oui, l'année dernière sur le Tour de Lombardie, il est très bon, mais il gagne pas. Tour des Alpes, il a été très bon dans un rôle de coéquipier. Et puis là, comme je t'ai dit, serein, pas de chute, toujours bien placé. Pas de signes négatifs. Moi, j'ai très peur de la première étape de montagne pour Nibali. Qui perd du temps tout de suite. Qui Parce que c'est la question que j'allais te poser, Robin, c'est que tu gardes ton pronostic parce que tu te dis que Roglic va s'effondrer. Mais il a désormais quand même Yates 2 minutes de retard sur Nibali. Il faut que Nibali perde du temps aussi. Est-ce qu'en montagne, tu penses Simon Yates capable de reprendre 2 minutes sur Nibali? Pour moi, c'est le meilleur grimpeur des 4. Donc, on en avait parlé de 5 favoris au début du Giro, du moulin à sauter. Donc, on a Roglic, Nibali, Yates et Lopez. Pour moi, les autres sont pas dans la même course. Même si un Mollema, par exemple, est aujourd'hui très bien placé et va sûrement peut se retrouver à faire un très bel accessite à Vérone. Pour moi, il joue pas le maillot rose. Et dans les 4 qu'on a, pour moi, Yates est le meilleur grimpeur de loin. Et celui qui est le plus capable de faire exploser la course, celui qui est aussi le plus capable de prendre des initiatives. Alors, il n'a jamais, lui non plus, renversé une course à la manière de Froome l'année dernière. Il en avait plutôt été la victime, mais il avait montré pendant les 10 jours précédents qu'il était capable d'attaquer. Il avait attaqué sur quasiment toutes les arrivées en bosse. Il était devant. Aux zones Colline, il était devant. À l'Etna, il était devant. Je crois que c'était Europa aussi où il reprenait du temps. Donc vraiment, il avait été là quasiment tous les jours. Alors qu'un Lopez ou un Nibali, j'ai plus de doutes là-dessus. Je vois pas où Nibali reprendrait du temps à Roglic. On va demander quand même aux rouleurs qui, selon eux, plus que Nibali ou Simon Yates, est-ce que vous êtes plutôt Team Polo ou Team Robin? N'hésitez pas à nous dire qui est votre favori pour renverser ce Giro-là. J'ai refait des stats. Donc, caméra braquée sur toi, attention, tout ce que tu dis sera noté. Simon Yates a 3,46 de retard aujourd'hui sur Primož Roglic, ça fait 226 secondes. J'ai compté 7 étapes de montagne, on a 4 arrivées au sommet, 2 arrivées en bosse et 1 arrivée en descente. Donc on va dire 7 étapes où il est possible de reprendre du temps. Il faudrait qu'il reprenne en moyenne 33 secondes par jour. Donc c'est énorme sur chacune de ces 7 étapes. C'est énorme, mais s'il y a une journée où Primož Roglic perd 1 minute 30, ou alors où Simon Yates plutôt est capable de faire un véritable exploit et de combler peut-être la moitié de son retard en une étape, alors tout redeviendra possible. Et après, s'ils sont plus ou moins dans les mêmes temps avant le dernier chrono, pour moi, ce sera une nouvelle course. Mais là, le problème avec ta théorie, c'est que tu parles de Yates comme si les autres allaient craquer et que Yates allait être au top surtout. C'est ça qui... faut pas oublier. On est d'accord que s'il est qu'à 80%, ça va pas le faire. Yates se prend une volée monstrueuse. Il la prend pas sur le plat, sur le contre-la-montre. Il la prend il est à 46 secondes ou 48 secondes de Roglic au pied de la bosse. Et il se prend presque 3 minutes. Donc il perd quoi? Entre 1:30, 2 minutes, j'ai plus les chiffres exacts, dans la montée sur Roglic. C'est-à-dire que sur son lieu de prédilection, Roglic est allé plus vite, beaucoup plus vite, Nibali est allé plus vite, et même les Lopez, qui eux ont pris un peu plus sur le plat, sont allés vite aussi. Là, moi, je veux bien que Yates puisse reprendre du temps à des Roglic ou à des Nibali, mais il faudra que Yates soit à 100%. Et là, le problème, c'est que pour moi, Yates n'est pas à 100%, contrairement à un Nibali, qui lui est à 100%, pour qui tout va bien, et qui va arriver dans les étapes de montagne, le plein de confiance, et qui a cette expérience d'avoir déjà gagné des Giro, même dans cette position-là de chasseur. Moi, s'il y a un mec à choisir pour renverser Roglic, et j'y crois dur comme fer, c'est Vincenzo Nibali, qu'on voit ici avec le maillot rose. On sait qu'il a déjà porté. On a quand même pas mal parlé de Nibali et Simon Yates. Est-ce qu'il y a d'autres gars que vous voyez? Vous avez commencé à parler de Bauke Mollema. C'est vrai que là, il est bien placé.
Mollema, pour faire il va peut-être crever. pour gratter Il un a podium 1,55. peut-être dans le meilleur des cas. Mais je le vois pas aller titiller Roglic. Rarement vu à en pareil fait en tout cas Mollema. Sur le Tour de France, en l'année où il y a le. 2000 quoi, Dans le 2015. Ventoux, je sais plus quelle année c'est, où Froome tombe dans le Ventoux avec la moto avec Porte et Oui, Mollema. il est est à l'époque il est sur le podium. il est le premier au Chalet Reynard, Voilà. c'est en 2015. Il est sur le podium du général Thomas de jusqu'à Gent, ouais. 4 jours de l'arrivée. Et il craque sur la fin. Et là, vous le voyez Ça, je pas, le trouve. vous le voyez pas capable d'aller chercher un truc en plus. Non. Non, il fait un très bon début de semaine. Il fait un bon prologue, il fait un bon contre-la-montre, il n'a pas perdu de temps dans la plaine. Ça doit lui mais faire il va- du bien quand même. En montagne, ouais, clairement. Puis avec l'arrivée de Richie Porte, son statut de leader a été un peu contesté. Là, il répond bien, notamment face à Richie Porte qui a été encore transparent sur le Tour de Californie. Non, j'y crois pas. Honnêtement, de but en blanc comme ça, j'y crois pas. Il va se prendre une volée en montagne tôt ou tard. Mhm. Peut-être pas tout de suite parce que là, il est en forme, mais en fin de Giro, ça risque de payer, je pense. Pour lui. Mais la difficulté, justement, c'est de faire ces pronostics en quelque sorte, alors qu'on n'a pas encore vu un col. C'est ça. Et alors, bien sûr, on a la bosse du contre-la-montre dimanche, mais elle dit pas grand-chose non plus parce qu'elle arrive après Conditions météo voilà, compliquées. dans des conditions cataclysmiques, après 15-20 bornes de chrono plat. Voilà, dans la tête, c'est pas le même effort qu'un col, qu'une arrivée au sommet comme on va en avoir à partir de cette semaine. Donc c'est très délicat de pronostiquer finalement en ayant Ouais, c'est aussi peu un peu de d'informations. la fiction là. Oui, voilà. Et avant de parler au focus, Focus, avant de c'est qui passer, C'est qui le focus? Ouais, c'est Simon Yates. Avant de passer au focus, les gars, il y a un dernier nom quand même dont on doit parler. C'est Miguel Angel Lopez qui est malade. Vous commencez à parler de conditions météo. En étant malade Il est avec fragile, il est ça risque d'être fragile. très très compliqué. Non, là. mais clairement, là, c'est tout ce que n'aiment pas les Colombiens. C'est pas de plat, enfin pas de dénivelé en première semaine, des conditions difficiles, ça frotte beaucoup, des arrivées compliquées, stressantes. C'est tout ce que les Colombiens détestent. Même Et s'il n'a Miguel pas Angel- été chanceux sur le chrono, hein, Et en Lopez. plus, il n'a pas été chanceux. Le pauvre, pour le coup, c'est pas de sa faute. Si, oui et non. Mais là, il a 3,45 le sur l'étape le 9 sur le débours, contre-la-montre. le débours est trop important. Après, ce que j'aime bien, enfin ce qui me rassure un peu de son côté, c'est qu'il a une grosse équipe. On a vu des Ion Izagirre et des Pello Bilbao en forme. Le collectif d'Astana surfe sur une confiance fantastique depuis le début de saison. Ils vont pouvoir tenter des trucs et ils sont obligés de le tenter. Après, est-ce qu'il va revoir ses objectifs, peut-être des belles victoires d'étape ou vraiment tenter un vrai rapproché au général? Il faut voir. Mais je l'espère, acteur. Il l'a été en début de saison sur les courses d'une semaine. Il l'avait moins été sur les courses de 3 semaines qu'on a vues par le passé. Là, il doit être acteur. Il doit prendre la course en main. J'espère qu'il le fera. Donc voilà pour les pronostics du Giro après 9 étapes qui ont été plutôt plates, mais pendant lesquelles Roglic a réussi à prendre une certaine avance. Dites-nous dans les commentaires si Paul et Robin vous ont convaincu, si oui ou non le Giro est On veut du terminé. suspense. Et voilà, et Oui, oui, voilà. il y en a encore selon nous du suspense. Mais avec donc Yates, avec ne vous Nibali inquiétez et pas. Lopez, ils vont tenter des trucs En tout et cas, ça il va passera être des trucs. Ça va, je pense que ça va être des beaux feux d'artifice. 2 fois sur les 3 dernières éditions, le Giro a été renversé une fois par Nibali, une fois qui par Froome, une fois par Nibali, je te l'accorde. Et même si on remonte Face un à peu qui? plus loin, Face à qui? face à Krujva, qui n'est pas Roglic. Un jumbo. Et la fois d'avant aussi par Quintana en 2014 sur le Stelvio. Donc c'est récurrent malgré tout sur le Giro. Et donc voilà, c'est arrivé. Donc le Giro peut être renversé. Il va être On renversé. passe au focus, les gars, avec Simon Yates qui a parlé salement. Et ouais, Simon Yates qui a dit « Si j'étais à la place de mes rivaux, j'aurais peur, je me chierais dessus ». C'était en début de Giro, il l'a prononcé et on pourrait placer cette citation-là dans le trash talking. Et oui. Alors, c'est quoi le trash talking? Alors déjà, c'est un anglicisme, mais pour dire que voilà, il n'y Ils a aiment pas pas ça, ouais. d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent en français. Mais vous savez quoi, Robin? Sur Chronique du Vélo, vous en avez fait un article et tu vas nous expliquer tout ça. Tu peux C'est y ça. aller. Simon Yates faisait un peu le flambeur il y a une dizaine de jours. Il fait un peu moins le malin depuis le chrono de dimanche. Sauf quand il regarde mon livre, hein, et qu'il voit tes prises de parti. Et donc, les conférences de presse et même les interviews en face à face, c'est devenu ça fait partie du job pour les coureurs. Mais on a souvent affaire à un discours assez polissé, que ce soit finalement Yates ou les autres. Et là, en fait, Simon Yates, il est un peu sorti des codes en conférence de presse avant le début du Tour d'Italie à Bologne, avec cette déclat que tu nous as montré, Joseph, avec une autre où on lui demande qui est le favori numéro 1 de ce Giro,
où il dit bah c'est moi. Il a lâché les chevaux, voilà. Et certains n'ont pas aimé, notamment Nibali qui a dit, qui a ironisé un peu, qui s'est dit bon bah je devrais peut-être aller aux toilettes alors, selon ce que me conseille Simon Yates. Il a dit qu'il l'avait pas trop mal pris et que même il trouvait ça bien plus tard, enfin 1 ou 2 jours plus tard. Mais sur le moment, il n'avait pas l'air de le goûter particulièrement. Et c'est assez nouveau, enfin c'est nouveau non, mais c'est assez inhabituel dans le milieu du vélo. On a interrogé notamment dans notre article sur la chronique du vélo Mathieu Ladanius, un coureur d'expérience qui est dans le peloton depuis de nombreuses années et qui nous a dit qu'il avait été un peu surpris de la sortie de Simon Yates parce que c'est pas habituel, parce que il s'adresse notamment à Vincenzo Nibali et que Vincenzo Nibali est un coureur expérimenté, pas un lapin de 6 semaines, nous dit Ladanius, qui se fait pas piéger n'importe comment. Donc voilà, c'était une sortie malgré tout surprenante. Mais du coup, tu commençais à en parler de ça. Est-ce que ça existait pas? Mais est-ce qu'il y a une vraie place pour le trash talking dans le cyclisme? Il y en a, oui, je pense, et il y en a toujours eu, puisque c'est pas nouveau non plus. Bernard Hinault, en son temps, dans les années 80, était adepte de ça. Quand on lui disait qui est le favori au départ du Tour 84, il dit bah, à partir du moment où moi je suis au départ d'une course, c'est moi le favori. Avec Laurent Fignon aussi, qui était dans son équipe chez Renault, ils n'ont pas arrêté de se chambrer pendant les deux ou 3 années, je ne sais plus, où ils se sont côtoyés avant que Bernard Hinault parte. Et Laurent Fignon, à l'entraînement, était très taquin avec Bernard Hinault à lui dire je te laisse encore 1 an et puis après je vais te manger. Donc voilà, il y avait une relation entre les deux qui était basée un peu là-dessus, sur ce trash talking, sur cette provocation dans les mots. Gemignani aussi dans les années 50-60 avec Charlie Gaulle qui était un de ses rivaux. N'hésitez pas à lancer des petites piques. Jacques Anquetil évidemment était aussi adepte de ça. Donc non, c'est pas du tout nouveau. Après aujourd'hui, on parle de trash talking, cet anglicisme qui fait un peu tiquer parfois, parce qu'il y a la culture qui est venue des États-Unis, notamment du basket. Paul, tu connais bien ça, et que je pense qu'un Simon Yates aujourd'hui. Mais qui existait du coup déjà un peu en France et dans le cyclisme. Exactement. Notamment avec Mais je pense qu'un mec comme Simon Yates aujourd'hui, il a davantage été influencé par les sportifs américains qui usent de ça que par Bernard Hinault. Et du coup, toi, Paul, qui suit énormément la NBA, est-ce que c'est voilà, le trash talking tel qu'il est en NBA peut être en parallèle le même dans le cyclisme? Je ne sais pas si c'est le même. En tout cas, quand on cite des Anquetil, des Poulidor, des Fignon, Hinault, Charlie Gaulle, c'était pas le même trash talking. C'était des bons mots entre personnes notamment qui se respectaient, même et qui se connaissaient très bien, amis, et qui même parfois étaient amis. Et le trash talking, on peut pas être amis quand on se trash talk. Tu peux l'être, mais ça rentre dans un autre état d'esprit. Pour moi, je trouve que c'est capital. Qu'il y ait, je trouve que l'époque est trop policée dans ce cyclisme-là. Quand je vois Dumoulin, par exemple, en comparaison avec Simon Yates, qui dit « Oh non, moi je vois 3-4 coureurs capables de gagner ce Giro, j'en fais partie, les coureurs vous les connaissez. » Non, moi j'aime bien ce que fait Simon Yates, on a besoin de ça. Ça rajoute du feu aux poudres, ça met du feu aux poudres, oui c'est comme ça qu'on dit l'expression, à ce Giro. Et d'ailleurs, Vincenzo Nibali l'a très bien dit. Il a dit que ça sale un peu ce début de Giro et que évidemment c'est sympa. Ça met du piquant, c'est sympa. Dans un sport aussi psychologique, parce que bien sûr que c'est physique le cyclisme, mais c'est énormément psychologique. Un sport aussi psychologique, rentrer dans la tête de tes adversaires par quelques moyens qu'ils soient, c'est hyper important. Moi, je suis désolé, si je fais du vélo, j'en fais pas. Si j'en faisais et que j'étais dans le dur, dans une montée, et qu'un mec passe me voir à côté et qui me dit putain mais t'as l'air tellement mal et tout, dans 1 kilomètre je te lâche, etc. Mais ce que je t'ai dit la dernière fois quand on était sur l'Alpe d'Huez. Peut-être que j'ai c'est ça. Je t'ai lâché après. Et peut-être que j'ai mal me sentir, mais ça se trouve le mec à côté il est dans le même état que toi. Et c'est ça le trash talking. Et dans le vélo ça doit. Je pense que j'aimerais tellement avoir une place primordiale. Et c'est pour ça que je voulais parler de l'exemple Armstrong qui était peut-être moins vocal, et Pantani c'était un peu pareil aussi. Ils étaient moins vocaux, mais au final dans les montées, même quand c'était un peu moins bien, il courait en patron et il était là, il regardait, il fixait, regard noir sur ses adversaires. Et je pense que dans la tête de ses adversaires, ça a dû marquer. Et ses adversaires, ils ont lâché aussi un moment dans la tête, même si lui était plus fort. Tu soulèves quelque chose d'intéressant, Paul, c'est que le trash talking en vélo, il a peut-être une autre forme qu'en NBA. C'est qu'en fait, quand on est sur le vélo en plein effort, c'est très dur en fait en direct de parler et d'avoir des mots. C'est peut-être plus dans les regards. Je pense notamment au Schleck Contador sur le Tourmalet. C'est plus dans les regards que ça se passe, plus que dans les mots. C'est peut-être pas du trash talking, mais du trash acting. Acting, je sais pas. Quelque chose d'autre. Ça prend une autre forme dans le vélo. Tout à fait, parce que sur le vélo, c'est compliqué de parler quand on est en plein effort. C'est ça, alors que au basket ou dans n'importe quel autre sport collectif, on a parfois des moments de temps mort où on peut parler. Dans le vélo, c'est plus compliqué, surtout au moment du duel, en fait. Et c'est pour ça que les mots sont souvent prononcés en conférence de presse ou en interview, davantage que sur le vélo. Mais évidemment que la façon dont on se comporte sur le vélo, la façon de se mouvoir, la façon de tirer la langue ou pas, de grimacer ou pas, ça a une importance énorme. On sait que
la partie de bluff, elle est primordiale dans le vélo. Et on parlait souvent d'un Thomas Vauclair qui était grimaçant dans quasiment toutes les circonstances pour essayer justement de tromper l'adversaire, ou alors justement d'autres leaders qui vont essayer de se montrer sous leur meilleur jour alors qu'en fait ils sont complètement dans le mal. On se rappelle de Christopher Froome notamment à Péragude sur le Tour en 2017. Voilà, c'est un jeu de bluff le Tour de France, et comme tu le dis Paul, avoir quelqu'un qui passe à côté et qui te dit je vais te manger, bah, finalement psychologiquement ça peut avoir un impact, autant pour celui qui le dit que pour celui qui le reçoit. Donc c'est évidemment primordial. Et je trouve qu'un personnage comme Simon Yates fait du bien au vélo et fait du bien à un sport qui a quand même du mal à se réinventer. On en parle souvent sur le Tour de France notamment, où les gens se font de plus en plus chier, notamment avec cette équipe Ineos qui cadenasse et qui en plus ne dit pas un pet de travers sur les conférences de presse. Tu vois, on a cette déclaration de Nibali qui est intéressante. On est tous enfants et prendre des coups, peut-être que c'est un peu limite, mais un peu de piquant en interview n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas offensé et j'aime voir un leader comme ça. Et ben, je suis complètement d'accord avec Nibali. Et c'est peut-être ça qui manque aussi au Tour de France et plus globalement dans le cyclisme, de la rivalité entre coureurs, des petits mots bien sentis pendant les conférences de presse et pourquoi pas de l'acting comme on a vu, comme on a pu les voir notamment avec Armstrong, avec les Schleck qu'on adore. C'est ça qui manque aujourd'hui parce qu'on n'a plus de vraie rivalité dans le vélo et les rivalités, elles peuvent se construire par le trash talking aussi comme ça. Parce que les mecs se connaissent moins aussi quand on parle d'Anctil Poulidor, de Fignon Hinault, même de Gemini Gol. Il y avait beaucoup moins de courses en fait avant. Et les gars étaient, je pense, plus proches aussi dans l'intimité hors course. Ils se connaissaient davantage, ils savaient davantage sur quel point appuyer en course, quelle était la faiblesse de l'autre, quel était le sujet sensible sur lequel le lancer pour justement user de bons mots qui vont le déstabiliser. Alors qu'aujourd'hui, Simon Yates, comment déstabiliser Nibali? Il en sait peut-être beaucoup moins parce qu'ils ne se connaissent pas dans l'intimité. Donc c'est plus compliqué. Après, c'est pas le seul Yates à le faire. On se rappelle de Dumoulin sur le Giro il y a 2 ans qui avait dit qu'il s'était énervé à propos de Quintana et Nibali et de leur façon de courir en disant j'espère qu'ils finiront pas sur le podium à Milan. De l'année dernière, Dumoulin qui dit à Reichenbach qu'il court comme une grand-mère. Donc c'était un peu différent, mais ça allait aussi dans ce sens-là. Ouais, ça c'est plus de la frustration. C'est comme vrai, Landa sur Yates en début de course. C'est pas complètement pareil, mais ça rejoint d'une certaine façon. Et désormais, c'est à Simon Yates d'assumer parce que c'est la grande question aussi quand on trash talk derrière, il faut assumer. Si Simon Yates gagne ce Giro, il sortira grandi. Par contre, s'il perd, il passera pour un con. Mais après, ce que j'ai remarqué quand même sur la déclat de Simon Yates, c'est que certes, ça n'a pas été bien accepté par une partie du peloton, comme Nibali direct après. Bon, après, il a changé d'avis. Mais surtout, ça n'a pas été bien accepté par le public. Alors pourquoi le public et les suiveurs du cyclisme en majorité n'aiment pas ça? Est-ce qu'ils ont peur de fausser un peu l'image du cyclisme? Il y a une espèce d'image gentleman. Oui. Ils veulent pas de mauvais garçons en fait dans le cyclisme. Je sais pas. Je trouve que le cyclisme et les gens qui composent ce microcosme ont vraiment peur de l'image qui dégage, si on est d'accord. Mais là, pour le coup, on parle pas de dopage, on parle de rien de grave, on parle de petits mots sympas en début de course. Je trouve que c'est un peu old school, une manière old school de voir les choses, qui s'inspire de sports qui marchent et dont les audiences sont excellentes. Je pense au basket directement, mais au foot, on a aussi beaucoup de ça. Dans tous les sports, finalement, dans énormément de sports, on a une grosse part de trash talking, une grosse part d'emprise psychologique. Voilà, à eux aussi de s'y mettre. Pourquoi ils ne s'y mettraient pas dans un sport aussi psychologique? Je crois que les gens ont peur quand on pense arrogance dans le vélo, on pense à Armstrong. Et les gens se disent un mec arrogant, c'est pas bon parce qu'il va nous mettre la même douille que nous a mis Armstrong. Et si le gars est autant en confiance avant le Giro, c'est qu'il est pas clean, c'est qu'il est pas clair parce que pour être autant en confiance, c'est qu'il est sûr de gagner. Et pourquoi il serait sûr de gagner? Parce qu'il prend des produits. Je pense que cette réflexion-là, elle va très très vite et que chez beaucoup d'observateurs, on prend des telles déclarations. Ça ne joue pas pour l'image de mec clean de Simon Yates et que c'est ça qui fait peur aussi. Et ben voilà, donc du coup cette déclaration de Simon Yates qui disait que les autres coureurs devraient se chier dessus. T'as du mal, hein. Chier dessus, bordel. Ça venait pas. Se chier dessus, dites-nous dans les commentaires si oui ou non vous pensez que le trash talking a une place dans le cyclisme. Quant à nous, on passe aux bonifications. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez préparé vos bonifs, les gars? Bien sûr. Prêt. T'as fait une bonne fin de la C'est parti. Ouais, voilà, c'est pour ça j'ai recadré. C'est parti pour les bonifs. La première bonification, c'est toi, Paul, qui va nous parler de Nance Peters. Ouais, Nance Peters, tout simplement, maillot blanc du Giro. À l'heure où on parle aujourd'hui, il le gardera aujourd'hui sans hésitation, demain aussi. Ce sera peut-être un peu plus compliqué à Pinerolo, on verra. Mais c'est une belle histoire. Je pense à Decla, c'est un peu fou, complètement inespéré. J'étais venu au Giro pour espérer prendre l'échappée.
en deuxième ou troisième semaine, essayer de gagner une étape. Il se retrouve avec le maillot blanc. Il faut savoir que le maillot blanc a été instauré sur le Giro en 2007 et qu'aucun Français ne l'a porté et que c'est la première fois depuis 5 ans et depuis le maillot cyclamètre de Nasser Bouhanni qu'un Français porte un maillot distinctif sur le Giro. Ce n'est pas du tout anodin. Il a été un peu juste aussi à l'image d'un Valentin Madouas sur l'échappée fleuve qui a permis à Valerio Conti de prendre le maillot rose. Mais il a fait un très bon chrono, il s'est dépouillé. Il termine premier Français de ce chrono. Et voilà, c'est mérité pour ce jeune coureur de 25 ans qui n'a jamais vraiment fait parler de lui par ses résultats, il n'a aucune victoire en pro, mais qui a toujours fait l'unanimité chez AG2R dans le collectif et dans l'effort pour les autres. Voilà, mais récompense méritée pour un mec qui fait l'unanimité dans le peloton parmi les Français et parmi les AG2R. Tu veux dire un mot très rapide sur Nance Peters? Juste aller lire sur la chronique du vélo le portrait qu'on en a fait lundi, donc pendant la journée de repos hier, sur la personnalité de Nance Peters, c'est le coureur qu'il est. Je pense qu'on peut en apprendre un peu sur lui. Et donc toi, ta bonification, c'est sur Elia Viviani. Tout à fait. Positif ou négatif? Non, c'est ma grosse déception de ce début de Giro. Alors pas parce que je l'aime particulièrement, mais parce que je pense qu'on en attendait tous beaucoup plus. Sur les sprints, 2 fois Ackermann a été vainqueur, une fois Caleb Ewan, une fois Fernando Gaviria suite au déclassement d'Elia Viviani. Mais donc voilà, le champion d'Italie est toujours à 0 victoire sur ce Tour d'Italie. Et ça fait tâche pour lui. Parce Bon, il y en a une quand même que... elle lui a été enlevée, donc bon, alors on peut discuter de son déclassement. Personnellement, je trouvais que c'était un peu sévère, mais la vérité, c'est qu'au final, il a aucune victoire. Donc il va pas pouvoir se cacher derrière ça au moment de faire le bilan. Il pourra pas dire oui, j'en ai gagné une et on me l'a enlevé. Il faudra qu'il ait gagné. Donc il lui en reste 2 aujourd'hui et demain. Il lui en restera une à Vérone, mais il va falloir... Non, même pas, puisque c'est un chrono. Donc il lui reste quasiment que ces 2-là. Je pense qu'après, ça va être très compliqué pour avoir un sprint. Il y en a une ou 2 autres dans les entre-deux. Je crois que la 18e étape, voilà. La 18e étape démarre un peu avec en bosse et après c'est plat. Donc s'il passe les bosses du début, ça peut le faire. Mais il lui reste très peu d'opportunités. Et un tour sans victoire d'étape pour Viviani, ça ferait très tâche. Oui, c'est vrai que ça risque de faire Ça me tâche. permet de rebondir un peu sur toutes ces décisions des directeurs de course ces derniers temps. On l'a vu sur les 4 jours de Dunkerque avec Venturini. On l'a vu sur le Tour de Californie avec le reclassement de TJ Van Garderen pour des raisons obscures. Et aussi, du coup, sur le Tour d'Italie. C'est le bonus nationalité, ça. Hein? C'est le bonus nationalité. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis sur le Tour d'Italie, entre ces blocages de temps pour le général, à plus ou moins loin de l'arrivée. À un moment, c'est à 6 km, puis on revient à 3 km. Les coureurs qui se plaignent, les arrivées sont trop dangereuses, machin. Puis il y a les déclassements à l'arrivée. C'était vraiment une semaine un peu compliquée pour les arrivées de cyclisme. Et je trouve que les commissaires, qu'ils soient aux États-Unis, en Italie ou en France, ont fait énormément de zèle. C'est chiant, ça. C'est un peu l'image de la VAR sur le foot. Là, on est dans le trop, dans le pas cool pour le spectacle. Et on parlait du spectacle tout à l'heure avec le trash talking. Là, on fait l'inverse de quelque chose. On est on va dire sur les arrivées comme ça a quand même été plutôt protégé en termes de spectacle. Là, on est en train de nous enlever ça aussi. Attention à ne pas trop tomber dans le zèle à ce niveau-là. Mais du spectacle, Paul, si tu en trouves pas sur les courses cyclistes, tu vas en trouver dans Roue Libre. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du quiz. Donc j'espère que vous allez donner du spectacle aux rouleurs. C'est parti pour le quiz. On va voir si tu assumes, Paul, de donner du spectacle ou non. Moi, j'en donne pas. Regardez. Mais si, tu en donnes, tu en as donné à chaque quiz, ne t'inquiète pas. Non, j'en donne pas. Je donne pas le bon, en tout cas. Le vrai spectacle, c'est comme le PSG. On se met en scène pour de mauvaises raisons. Tu en donnes, mais un tout petit peu après revoir en général. Mais là, c'est bon, là, tu vas en donner. On peut y aller pour les qui est. Erwan, Thomas, vous pouvez y aller. Un chacun, c'est ça, hein? Exactement. Dunbar? Ce n'est pas Dunbar. Mullen. Degnan. Mullins, non. C'est Ryan Mullen. Ryan Mullen, oui, c'est ça. Heureusement qu'on a dit un chacun. Heureusement qu'on a dit un chacun. Ouais, tu l'avais pas dit, t'en avais dit un autre. Après, C'est il vrai pas espèce de voyou. Là, il a cette chance-là. Il a tenté un truc de voyou. Ouais, mais toi aussi, t'as tenté un truc de voyou. Il a dit Dunbar. Non, j'ai dit Degnan. Philippe Degnan. Degnan, Mais j'avais ouais. pas vu le maillot crec. Allez, 1-0 pour Paul. Mais on est d'accord que c'est chacun votre tour. Christophe? Ce n'est pas Christophe. Conti? Non, Mais pardon. qu'est-ce qu'on t'a dit? Tiens, pour la carte jaune, toi. Excusez-moi. Gaviria. C'est pas Gaviria. Grosse cuisse comme ça, c'est pas Christophe, c'est pas Gaviria. C'est de la grosse cuisse. Modolo. C'est pas Modolo. T'as pas le droit. Ouais. Non, on est à deux, on est à deux, Les là. gars, vous êtes indisciplinés. Hein. UAE. Avec des initiales qui sont TB. TB. Tony Bartine. Non. Avec le même prénom que Dumoulin.
Tamboli. Tamboli. Putain. Ah, bien vu. Bravo. Je l'avais sur le bout de la langue, mais j'ai pas réussi à Le bout de la sortir. langue qui est très loin alors. Ouais, avec le ouais. temps que J'ai vu la vous réponse. avez Allez, mis à- on passe à autre chose, s'il vous plaît. Le point est pour moi. 2-0 pour Paul. Troisième, qui est-ce? On va le découvrir. Vinokourov. Vinokourov. Bien joué. Bravo. Tour de France. 2003. J'allais Oh dire là là, Claudel. solide. Tour de France 2003. Bravo. Alexandre Vinokourov. Ce qui fait, Robin, que tu reviens à 2-1. Est-ce Merci. que tu vas égaliser sur le quatrième qui est? Non, je ne pense pas. C'est tout ce que je demande. C'est aussi un podium. Beloki. Ah, Ce n'est bien. pas Belogui. Zoule. Ce n'est pas Zoule. C'est pas Beloki. Avec des initiales qui sont IN. C'est pas le plus facile. Il est même très dur. On peut nous le remettre ou pas? Ouais. Il est même très dur, on peut le dire clairement. Attends, c'est la Volta de. Inigo Cuesta. c'est- Non, je sais pas. Inigo. N. Roberto Noval. Carlos qui gagne, c'est en 2006. C'est pas Noval? Presque. C'est pas Noval, il y a Nosal. Nosal. Isidro Ah oui, Nosal. je sais pas pourquoi j'avais Eh Noval ouais, en tête. Isidro Nosal. C'est quoi ça? C'est Vuelta Ça fait 2006. 2-2. Non, c'est C'est 2000. Vuelta 2003. Ouais, Valverde Oh, sur le c'est podium, aussi vieux. incroyable. Ouais. Avec Valverde, Et Eras. qui était chez la Kelme, et Roberto Heras, qui avait donc gagné la Vuelta. Mais je savais qu'il y avait un Nosal, troisième très bizarre sur une Volta Ouais, comme ça. Isidro Pas facile à Nosal. dire, ouais. Eh oui, eh oui. Pas facile à trouver. Dernier qui est, Ah, il je y a confonds donc avec Benjamin 2-2. Noval. Oui, bah moi aussi, c'est pour ça que. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Quand j'ai Et pensé. il a dit Noval d'ailleurs. Nibali. Eh ouais, Milan Vincenzo San Nibali. Remo 2011 ou 12. Ouais, j'étais pas concentré, bravo. 2012. 2012. Ça fait donc 3-2. Ah, Pour finalement, Robin. j'ai repris On va la main. donc régler cette affaire sur les qui suis-je. Je viens de découvrir le. Je viens de découvrir le synthé. Ouais, on a Vous pas- perdez beaucoup avec votre équipe de basket. On a fait un, Avec la on a fait un match, CBB. on a fait un bon match ce week-end, mais on va dire qu'un de nos coéquipiers a craqué dans le Money Time. Oh là Ah, là, c'est ça vrai. balance. Oui, c'est vrai, je le connais ce coéquipier. Il sera il peut content avoir- d'apparaître dans Roue Libre. Il peut avoir honte de lui. Ouais. On sait qu'il regarde les émissions en plus. Donc. Qui suis-je? Préparé comme d'habitude par notre cher Louis. Je suis né le 18 février 1982. 82? 82. J'ai connu 7 équipes professionnelles dans ma carrière de 2003 à 2013, dont quelques grosses écuries World Tour dans lesquelles je ne resterai pas longtemps. Je serai plus à l'aise en Continental Pro. Je n'ai pas participé à un seul monument. Mon truc, c'était les courses à étapes. Vainqueur du Tour de Langkawi, je ne sais jamais le dire. Langkawi. Langkawi, voilà, en 2010, par exemple. J'ai pris part à 7 grands tours dans ma carrière, 6 Giro et 1 Tour de France. Surtout grâce au fait que mes équipes y étaient invitées. J'ai eu quelques beaux succès. 3 victoires d'étape et un maillot distinctif ramené à Milan. Non. J'ai remporté de nombreuses victoires sur mon continent et notamment dans mon pays où je suis considéré comme le plus grand coureur de l'histoire. José Rourano? José Rourano. Oh, bravo. Ouais, bon, voilà. La félicitation. José Rourano, exactement. Qui est Vénézuélien. vénézuélien. Eh oui. Et voilà, ça c'était Giro 2011, où il était superbe sur les 10 premiers jours avant de. Ouais, il avait fait C'était 6ème. Ouais, il avait faibli un petit peu sur la deuxième partie de. Oui, à l'époque, il était chez Gianni Savio. Et il avait gagné le maillot distinctif de meilleur grimpeur devant Ivan Parra et Gilberto Simoni. Bravo, Et Robin. troisième du Giro en 2005. De Gianni Savio avant la victoire de Masnada. Ah, c'est possible. Sur le Giro. C'est pas J'ai cru impossible. lire ça là, il y a pas longtemps. Avec donc cette équipe Androni qui continue à résister malgré les difficultés financières, notamment grâce au transfert d'Egan Bernal. De pépite colombienne. De pépites, exactement. Ouais. Dernier qui est, du coup, ça fait 4-2. 4-2. Bon, bah écoute, Il vaut 3 3, il vaut points. 3. Il vaut 3 points, c'est pas un qui est à 1000 points. Donc, Allez. donc ça va. Et là, je pense, Paul, que tu peux largement l'avoir. Ouais, je pense la question c'est pas de j'ai pas peur de pas l'avoir, c'est que j'ai peur que Robin C'est l'ait quand avant moi. C'est vrai. Je suis né le 1er juillet 1979. Un peu de la même génération que José Rourano. Plus vieux. Tout petit peu plus vieux, 3 ans. Putain, Ma première équipe professionnelle fut la Barlow World en 2003. Je suis promis à une brillante carrière puisque j'ai remporté le Tour de l'Avenir. Malheureusement, je ne signerai pendant Solaire. ma carrière pro Solaire. John Lee Augustine? non plus. Je n'ai signerai qu'une seule victoire. Je suis surtout abonné aux places d'honneur dans les courses de seconde zone, 2e de l'étoile de Bessèges 2004, 4e de la Route du Sud 2005, 6e du Tour de l'Ain 2006 ou encore 6e du Tour de Limousin 2009.
Mais cela semble taper dans l'œil de la Sky puisque je rejoins la formation britannique en 2010 à ses débuts. Je n'y passerai qu'une seule saison. Je n'y passerai qu'une seule saison. Mes plus belles années sont derrière moi désormais. Je les ai passées chez AG2R Prévoyance de 2005 à 2008. Donc on parle d'un coureur qui est passé chez Sky et AG2R. C'est d'ailleurs sous ces couleurs que je remporte la victoire la plus importante de ma carrière. Calzati, Ah, bien Polo. joué. Oui, les petites lunettes. Ah, bravo. Calzati. Les petites lunettes de Calzati, eh oui. Ah, Il avait bravo. gagné sur le Tour de France 2006 à Lorient. Alors, rien. Et il avait lâché ses deux compagnons d'échappée, Kaltrom et Patrice Algan. Qui s'est reconverti avec une entreprise de nettoyage après sa carrière. Nettoyage de quoi? Je sais plus. J'aurais dû dire ça dès le début, on aurait rendu. On aurait rendu plus tôt. C'est vrai, c'est une reconversion. Ouais, je crois. Et voilà, et donc le dernier indice de Louis était je me prénomme Sylvain. Voilà, c'était c'était Merci, vraiment Louis, hein. en dernier Jamais déçu. recours. Exactement. Il est sur Paris d'ailleurs en ce moment. Il est sur Je donne Paris. une petite info comme ça, je vais essayer de le voir ce soir si ça Bah, t'intéresse. c'est très bien, c'est très Voilà. bien. Bah, on pour sera lui. tous là, tous Et les toi, tu couleurs. seras sur Courmayeur. Hein Toi, tu seras Et sur oui, Courmayeur. tiens, voilà, j'en profite pour faire un peu d'autopromo. Je vais sur le Giro jeudi. Je pars jeudi, donc je serai sur l'étape de vendredi. Je crois que Courmayeur, c'est l'étape de vendredi. Avec la Groupama FDJ sur l'étape, pas Rennes, mais une belle étape avec beaucoup de dénivelé. J'espère voir beaucoup de spectacles et j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai jamais fait une course de cette envergure-là et encore moins en inside comme ça. Donc j'ai vraiment hâte, ça va être archi cool. Et comme je suis jaloux, j'espère qu'il va pleuvoir. Et j'en profite aussi pour présenter ce livre, Le Tour de France et la France du Tour, écrit par Béatrice Houchard. Bon, on l'a reçu aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de le lire, je l'ai feuilleté, mais c'est l'histoire du Tour, au travers aussi de l'histoire de France à cette époque-là, notamment de la guerre, de la Ve République, toutes ces choses-là. J'imagine que ce sera hyper intéressant et je vais le lire. Tu vas le lire, je Dès ce t'interroge soir, là-dessus, dès ce fais gaffe. Dès ce soir. Merci Robin, t'as pas de Merci livre, à vous. t'as pas de livre à Non, j'ai présenter. pas de livre à présenter. C'est bon, ouais. La prochaine fois. Je fais gagner du temps. Bon voilà, merci les gars, merci les rouleurs. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. À mardi prochain, ciao. Salut les gars. Salut.